Waouh, là, je reste sans voix, franchement. Je crois qu'on tient la meilleure série de l'année. Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du Blabla Show. Aujourd'hui, petite critique de l'épisode 6 de la série incroyable qu'est Watchmen, diffusée sur HBO et OCS en France. Alors avant d'attaquer la partie spoiler, on va parler un petit peu brièvement de ce que cet épisode nous a fait vivre. Et cet épisode nous plonge clairement dans ce que l'on attendait tous, la vérité au sujet de Will Reeves, le grand-père d'Angela Abar, alias Sister Night ou Sœur Nuit pour la VF. En effet, la subtilité du déroulement de l'épisode, sa noirceur, son image rétro années 30, nous plonge dans les souvenirs de Will Reeves à la première personne. Et oui, tout au long de l'épisode, on a un parallèle de personnages qui est fait entre à la fois Will Reeves et Angela Abar et les ressemblances qu'il peut y avoir entre les deux, mais surtout, voilà, on se plonge concrètement à la place de Will Reeves et Angela le fait en tant que personnage principal, où elle revit les souvenirs de son grand-père à sa place, et c'est assez troublant. C'est extrêmement bien filmé, extrêmement bien mis en scène, avec une précision d'horloger. On passe de plans en couleur à des plans en noir et blanc, c'est juste fabuleux. Et tout ça dans le but de nous plonger nous aussi dans cette histoire, comme si on prenait possession du corps de Will Reeves par moment pour ressentir ce qu'il a vécu avec puissance et bouleversement. Je pense qu'il y a aussi à travers l'histoire contée dans cet épisode et plus globalement sur la série, une envie de montrer et de pointer du doigt surtout le fanatisme, le fascisme et le racisme. Non seulement il y a pas mal de points abordés, de remises en question qui sont faites, mais surtout des choix très intéressants. Il y a une prise de conscience sur le fait qu'être un super-héros nécessite une seule chose en fait, du courage, plus que des super-pouvoirs. Oui, Angela étant le rôle principal de la série, forcément il faut qu'il y ait des explications tout autour de son passé, qui est assez trouble jusqu'ici, et c'est notamment le cas par le biais de son grand-père, qu'elle ne connaissait pas jusqu'à un certain épisode. Et malgré tout, même si dans le comics on ne connaît pas l'identité réelle de certains personnages, et c'est le cas de Hood Justice, il y a quand même pas mal d'informations qui sont laissées pour pouvoir venir mettre une intrigue en place autour de certains personnages qui secondent entre guillemets l'histoire de cette série. Bref, difficile d'aller plus loin sans spoiler. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, bah c'est là qu'on se quitte. N'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu l'épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à partager, voire même à me donner votre avis sur l'évolution de la chaîne et des différents épisodes des séries que vous aimez suivre. J'adore débattre avec mes abonnés et c'est toujours un plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, alors n'hésitez pas, c'est gratuit, qu'est-ce que vous attendez? Ouais, je me la joue un peu à la Olivier de Carglass. En tout cas, c'est parti pour les spoilers. Comme je vous en parle à chaque review d'épisode, l'introduction du titre Watchmen dans chaque épisode a toujours une signification avec le déroulement de l'épisode. Là, pour le coup, on passe de l'écriteau Watchmen à Minutemen, donc on comprend qu'on va partir dans le passé. Et bien, ça tombe bien, puisque comme je vous le disais, on avait quitté Angela qui venait de se faire arrêter précédemment dans l'épisode 5, et avant de se faire arrêter, elle avait ingurgité l'intégralité du flacon des pilules nostalgia de son grand-père. Et je vous le disais, forcément, j'avais hâte de savoir ce que ça allait avoir comme impact, puisque il était sûr que l'on allait voir le passé de Will Reeves. Et bah, pas loupé, c'est le cas. Angela étant dans sa cellule et commence complètement à divaguer, à psychoter, à partir en vrille. Et en fait, elle se plonge complètement dans une temporalité différente où on arrive vraiment dans ce que des flashbacks au début, des petites brides flashbacks, mais surtout derrière dans le passé de son grand-père. Mais le passé, elle va le vivre à la place de son grand-père, comme si c'était elle-même qui l'avait vécu, et c'est assez troublant puisqu'il y a des plans où l'on voit bien Will Reeves jeune, et il y a d'autres plans où c'est Angela qui est dans la tenue du personnage. Elle va donc ressentir de manière vive et brutale le passé de son grand-père et ce qui l'a conduit finalement à ce qu'elle ne le connaisse pas. En fait, Maury Gibbons fournit suffisamment d'informations au sein du roman graphique pour que le 6e épisode de la série doit se frayer un chemin autour
toujours des éléments de continuité pour intégrer Will Reeves dans l'identité de Haute Justice, ou le juge masqué si vous préférez, qui est au final le premier justicier masqué de l'univers Watchmen. Et Will Reeves aurait pris cette décision suite à l'attaque raciste qu'il aurait subie et qui va le faire finalement changer. C'est la plus grande révélation de l'épisode, mais ce n'est pas la seule grande révélation. Entre autres choses, on apprenait que Will ne mentait pas finalement sur le meurtre de Jude Crawford et de la façon dont il l'avait fait. Alors, à proprement parler, clairement, puisqu'il dit clairement à Angela que c'est lui qui l'a pendu. Il ne l'a pas pendu directement, puisque ce n'est pas lui physiquement qui l'a attaché à la corde, etc. Il a utilisé un stratagème que d'autres ont utilisé par le passé, et notamment quand Will Reeves était policier à New York, et qui a créé une catastrophe au sein d'un théâtre, un cinéma, où les gens se sont mis à s'entretuer les uns les autres, et c'était bien entendu des Noirs. Et là, pour le coup, à l'époque, il avait gardé la machine à projeter les films, et en fait, il va conserver l'intégralité de ces choses-là, on le voit au sein de l'épisode, et il va finir par se fabriquer un petit truc avec. Et ce petit truc, c'est une lampe torche, en fait, qui, une fois mis dans un mode un peu de clignotement, fait faire aux gens ce que l'on désire. Et donc, Will va tout simplement demander à Jude Crawford de se pendre tout seul. Mais il va lui expliquer un petit peu avant pourquoi. Et oui, il parle de complot, de cyclope, etc. Et ça nous replonge directement dans son passé, puisque le Cyclope, c'est une organisation un petit peu néo-nazie qui existe dans les années 30 à New York, et pour lequel Will Reeves va se mettre à combattre avec acharnement. Cela va d'ailleurs finir par créer les Minutemen, puisque différentes personnes ayant vu les actions de Hood Justice vont vouloir le rejoindre et créer, entre guillemets, une association de héros. Cela dit, pour revenir à Jude Crawford, on n'a pas toutes les réponses clairement, puisque ce dernier, avant de mourir, nie quand même avoir fait quoi que ce soit. Donc finalement, est-ce que cette volonté de faire était vraiment celle de Will, qui a vraiment enquêté et qui a fini par trouver le poteau rose, puisqu'il lui reproche la tenue du Ku Klux Klan dans son armoire? Jude Crawford s'en défend en disant mais c'était à mon grand-père et c'est mon héritage. Un peu bancal comme explication, mais finalement, est-ce que c'est la volonté de Will Reeves de vouloir faire disparaître Jude Crawford ou celle de Madame Triou? Bonne question. Mais rassurez-vous, d'autres questions persistent et on va essayer d'y répondre pour ce que l'épisode 6 va nous avoir apporté. Rien que le titre. Le titre de cet épisode, c'est Cet être extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous faire penser un petit peu à l'appellation du titre, mais il va falloir vraiment aller se creuser un peu la tête. Moi, j'ai été rechercher un petit peu dans la littérature, et notamment la littérature comics et les différents philosophes qui ont pu travailler dessus. Et je suis tombé sur une œuvre de Larry Tai qui est sortie en 2012 et qui était intitulée, alors je vous fais la traduction française, en gros c'est Superman, le plus grand héros de l'histoire d'Amérique. Et dans son roman, il cite Samson, donc le personnage grec, mais surtout différentes choses qui peuvent nous donner un lien entre Superman, Will Reeves et des différents événements de l'histoire. On reprend une partie de son texte, il dit « Les Philistins ont réussi à capturer cet être extraordinaire, lui arracher les yeux, et l'amener à leur sanctuaire, enchaîné pour danser devant eux de manière humiliée, entre guillemets, si je puis dire. » Et ça ressemble énormément à ce que Will Reeves a pu subir dans sa jeunesse, même si on lui a pas arraché les yeux concrètement. Mais il a toujours été humilié puisqu'il était un nègre aux yeux des autres. Il a dit, je vous l'accorde, le lien est très mince. Il y a d'autres références qui sont faites à Superman au sein de l'épisode, puisqu'à un moment donné, pendant que Will Reeves est en patrouille, puisqu'il est policier à New York, il croise un badaud qui est en train de lire une BD sur Superman qui vient de sortir. Et il explique à Will Reeves ce que c'est et qui est Superman, et que c'est un super-héros, etc. Et au final, ça va donner des idées à notre ami Will. Il y a d'autres parallèles qui sont faits du fait que Superman, dans son identité terrienne de Clark Kent, est amoureux et épouse une journaliste, ce qui est le cas de Will Reeves aussi, puisque il épouse June, qui est journaliste. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est June, rappelez-vous, dans l'épisode 1, on voit Will Reeves enfant, qui, après une catastrophe et à s'être écrasé en véhicule, finit par en sortir et ramasser un bébé dans ses bras qui est couverte du drapeau des États-Unis. Et oui, et tout ça, ça nous fait franchement penser aussi à Superman. Un peu la scène où les Kent finissent par le trouver et le ramassent dans une sorte de couverture qui finira par devenir sa cape. Et j'irai même encore plus loin, et cette fois-ci, je vais pas mettre que Superman dans la boucle, je vais mettre d'autres super-héros, puisque la référence aux Minutemen pourrait être aussi considérée un parallèle à la Société de Justice d'Amérique. Et oui, l'ancêtre de la Justice League, dont des héros comme Dr. Fate ou le Spectre vont faire partie, et qui sera créé en 1940 durant
dans l'âge d'or des comics. Comme je vous disais, dans le roman graphique, on ne sait pas qui est le Hood Justice et il n'est pas évoqué, entre guillemets, l'identité n'est pas évoquée au sens même. Même si dans son mémoire, Hollis Mason, le premier Night Owl, le premier hibou, spécule qu'il est Rolf Müller, un homme fort du cirque d'origine allemande, qui est retrouvé assassiné peu de temps après la dissolution des Minutemen. Et c'est cette version-là qui va être gardée dans les extraits de la série American Hero Story que l'on voit diffuser dans Watchmen. Alors, pour parler un petit peu plus des révélations faites sur Will Reeves et notamment son identité d'ancien justicier The Hood Justice, il faut savoir que The Hood Justice émerge de la même manière que dans le comics, puisque ce dernier émerge en sauvant un couple d'une agression, cette fois-ci dans la rue et non plus dans une épicerie. Cette fois-ci, il s'en prend à Fred, l'un des membres du clan, qui tient une épicerie et qui va mettre à feu une épicerie juive. Ce dernier échappera à la justice à cause de flics corrompus et qui font partie de l'organisation Cyclope. Et d'ailleurs, pour se faire reconnaître entre eux, ils font un signe particulier d'un rond sur le front. Je ne ferai pas le signe, bien entendu, mais il faut savoir que ce signe est un signe véridique puisqu'il a vraiment été rattaché historiquement à des branches d'extrême droite. Mais pour éviter d'être reconnu, Will Reeves va se maquiller au niveau du contour des yeux de façon à faire croire qu'il est blanc et non pas noir. Tout comme son idole d'enfance, Bass Reeves, qui était un héros noir américain, Will va de son côté faire de même en combattant pour la justice. Ces scènes de flashbacks auxquels on assiste et dans lesquels Angela est plongée dans la peau de son grand-père sont accompagnés de thèmes musicaux bien choisis pour le coup. Et oui, c'est encore une fois un des rares easter eggs de cet épisode puisqu'il n'y en a pas non plus eu énormément. Mais en tout cas, pour celui-ci, on peut reconnaître le groupe The Ink Spots qui est connu pour une succession de tubes créés entre 1939 et 1950. La temporalité est choisie pour nous révéler le passé de Will Reeves. D'ailleurs, les titres de ces musiques utilisées sont vraiment parlantes puisque lorsque, par exemple, Will parle de l'épicerie en feu, on entend le titre I don't want to set the world on fire, qui veut concrètement dire je ne veux pas mettre le feu au monde. Ou alors quand Will et Nelson ont rendez-vous, on entend Whispering Grace, Don't Tell the Trees, ou le ne dit pas aux arbres. Voire quand June annonce à Will qu'elle est enceinte, on entend le thème We Three, qui veut dire nous trois finalement. Mais l'un des thèmes choisis vraiment efficacement et qui colle à la scène, c'est le moment où Will regarde l'entrepôt brûler pendant que se joue Smoke Get in Your Eyes. Pendant le générique, on entend le groupe Witch, qui est un groupe du mouvement Zamrock de Zambi des années 70 et qui chante Living in the Past, ou alors Vivre dans le passé. Donc concrètement, les choix faits pour les thèmes musicaux qui accompagnent cet épisode sont franchement de toute beauté. Finalement, quand on fait le lien des parallèles qui sont faits entre Angela et Will tout au long de l'épisode, puisque comme je vous l'expliquais, elle est très souvent mis à la place de Will dans sa peau au moment de certaines actions, quand ils essayent de le pendre ou dans d'autres situations. Cela nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur Angela et notamment la ressemblance qu'il peut y avoir avec son grand-père, mais aussi peut-être grâce au lien fait avec son père. Et oui, parce qu'on voit le petit Marcus à un moment donné vouloir se maquiller comme son père de façon à lui aussi combattre les méchants. On apprend que June a fui New York pour retourner à Tulsa avec le père d'Angela, donc Marcus, et on pense que Marcus aurait déménagé pendant la guerre au Vietnam qui a conduit à la naissance d'Angela à Saigon en 1976. On sait aussi que Cal, le mari d'Angela, a rencontré Angela au Vietnam, mais on ne connaît pas encore les circonstances de leur rencontre. Autrement dit, on en sait très peu finalement pour le moment au sujet des parents d'Angela. Mais il est possible qu'on en apprenne un peu plus et davantage, et notamment grâce à Marcus. Comme je vous l'ai dit, le fait qu'il ait voulu se maquiller et ressembler au déguisement de son père pour combattre aussi les méchants, tout en déclarant « je suis comme toi », bah ça a peut-être un lien finalement génétique qui se sera inscrit dans les gènes de la famille et finalement pour arriver à Angela. Elle serait donc la troisième génération de héros costumés. Parce que, qu'on se le dise, les super-héros ont disparu dans l'univers de Watchmen à notre époque, mais ils sont remplacés finalement par des flics costumés. Donc, et Laurie elle-même fait le parallèle en disant flic costumé ou super-héros masqué. Pour elle, c'est la même chose. On y voit aussi dans les flashbacks à un moment donné, June vieillissante et qui parle sans doute à Will Reeves qui, vu d'en dessous, donc on considère qu'il était déjà en fauteuil roulant au moment où elle lui parlait en lui disant « elle te ressemble ». Et elle lui dit même « je vais te ramener à la maison chérie ». Question histoire, vous l'aurez compris, tout se passe autour de Will Reeves et Angela qui sont les deux personnages proposés dans cette intrigue. Angela par le biais des souvenirs de son grand-père, mais surtout Will Reeves, jeune cette fois-ci, bien que d'autres personnages interagissent tout au long de l'histoire, mais de manière très secondaire comme Laurie ou Cal à barre à un moment donné que l'on croise, ou alors Madame
Madame Trieux en fin d'épisode qui accueille Angela qui sort de son coma. Et oui, elle était plongée dans un coma pendant qu'elle ressassait et revivait le passé de son grand-père. Tout de même bizarre que ça soit pas à l'hôpital et plutôt chez Madame Trieux qu'elle se retrouve. Et on sait que les nostalgies ont été créées par la Veidt Company, donc Madame Trieux finalement. Donc il semblerait que seule elle savait comment la sortir de son état léthargique. Pour une fois, depuis le début de la série, on ne voit pas Adrian Veidt, mais je pense que l'on reverra dans le prochain épisode et de manière peut-être un peu plus soutenue. N'oublions pas que dans le dernier épisode, il allait être incarcéré par le garde-chasse, donc peut-être qu'il va passer un certain temps enfermé suite aux conséquences qu'il se devait de payer selon le garde-chasse. Pour revenir sur la scène de sexe que l'on peut voir dans l'épisode 5 où Justice a un rapport sexuel avec Captain Metropolis, là on le voit clairement mais d'une manière différente, ce qui nous laisse penser que Will Reeves est bisexuel. Cela dit, en dehors de ça, pas plus d'explications pour le moment. Qui est un peu outrageant puisque dans le comics, on sait que Captain Metropolis et Justice ont banni The Silhouette en ayant hypocritement recours à un vortex parce que cette dernière était lesbienne. Autre petit clin d'œil qui est fait à un moment donné dans le déroulé de l'histoire du flashback, on voit June et Marcus et June lit un livre à Marcus, sans doute pour s'endormir, et ce livre est autre que Dorothy et le magicien d'Oz, bien sûr. Quatrième livre de la série Oz, écrit par L. Frank Baum et publié à l'origine en 1908. On y voit aussi une scène où à un moment donné Will intervient au sein d'un cinéma-théâtre dans lequel une tuerie vient d'avoir lieu. En effet, tout un groupe de nègres était en train de regarder un film lorsque l'une d'entre elles a pété les plombs et a fini par agresser tout le monde et finalement ça a fini en bain de sang. Faut savoir que le film qu'ils étaient venus voir est La vie secrète de Walter Mitty, sorti en 1947. C'est un film sur un homme qui ne cesse de se perdre dans des rêves éveillés, donc très parallèle au flashback que l'on peut voir finalement. Et à la fin du film, Walter est plongé dans une véritable aventure et finit par acquérir le courage d'agir et de se défendre, ce qui pourrait refléter entre guillemets et avoir un parallèle avec l'arc narratif de Will. L'aspect rêvé du film est peut-être un clin d'œil aux prémices de cet épisode, à savoir que ses souvenirs ont été les visions d'un rêve d'Angela. Bref, beaucoup de boulot, d'interprétation et de référence sur cet épisode-là. Je peux vous assurer que c'était pas vraiment simple, parce que la beauté nous plonge quoi qu'il arrive dans l'épisode comme spectateur, et c'est très difficile de le regarder d'un œil extérieur pour en relever des choses. Cela dit, c'était un épisode franchement magnifique. Je pense que l'on a en face de nous l'une des meilleures séries, voire la meilleure série de 2019, et qui prouve bien que la série a été sous-estimée dès le début. Plus les épisodes passent, meilleurs ils sont, et franchement, son pouvoir d'attraction est très impactant. Alors si comme moi, tu kiffes cette série, et bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Essaye de mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo. Ça permet de faire connaître la chaîne. Et comme je disais, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est gratuit. Je sais que tout le monde vous demande de vous abonner à sa chaîne. Je sais que cela fait beaucoup de choses en notification qui arrivent lorsque vous avez des nouveautés qui apparaissent. Mais on a la chance d'être sur cette plateforme qui est totalement gratuite et pour laquelle aucun argent n'est demandé pour s'y abonner et y voir différents contenus. Et ça nous permet surtout voilà, de pouvoir nous récompenser un petit peu à travers le travail que l'on effectue, car c'est un travail qui demande beaucoup de temps pour pouvoir vous partager notre passion. Idem pour les pouces rouges. Je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer les vidéos que l'on crée, et ça c'est tout à fait normal, mais au moment où tu mets un pouce rouge, essaye de me mettre un petit commentaire pour m'expliquer pour quelles raisons et qu'est-ce qui ne t'a pas plu. Moi ça me permet de pouvoir faire progresser la chaîne et surtout voilà, de travailler le contenu de mes vidéos. En tout cas, on se retrouve encore cette semaine pour la critique sur His Dark Material à la croisée des mondes, que je vous proposerai sans doute jeudi. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur le Blabla Show.